Lecture de deux écrits de Joachim Martin. Ami lecteur, quand tu prendras femme, demande-lui son instruction et non pas d'argent pour dot. L'on vient de me dire que Fredo Garçon à Monsieur Roman va quitter le château parce qu'il a une femme trop simple et pas d'instruction. Fille à 7000 francs de dot, mais bête. La République a fait de belles choses en 1881. Janvier et février a fait fermer 200 couvents, diminuer les curés et évêques d'un tiers, a prohibé les croix au cimetière et honneurs fantasques. Les religieuses ont été retirées des écoles publiques, mis le service militaire à 40 mois de présence au corps, augmenté des pensions militaires, augmenté les gradés. Dépensé 10 millions au fort de Briançon, dépensé 110 000 francs dans le torrent de Vachères pour plantation. 4 milliards qu'elle a dépensés en France pour les écoles publiques. Conquis la Tunisie, Sud-Afrique avec 60 millions de dépenses et peu d'hommes. Jamais avait vu semblable. Je viens de vous lire deux extraits de l'œuvre de Joachim Martin. Au début des années 1880, ce menuisier des Hautes-Alpes a posé un parquet dans le château de la commune des Crottes. Vous avez ici un exemple du parquet. Au revers des planches, il a laissé des écrits au crayon noir. On connaît d'autres témoignages d'artisans pour cette époque. Mais la méthode de Joachim est unique. Il n'a parlé à personne de sa démarche. Notre artisan sait qu'il sera lu après sa mort. Il aborde un peu sa vie, mais ce n'est pas une autobiographie. Dans ses écrits, de quelques mots à quelques lignes, il évoque différents sujets. Le temps qu'il fait, la vie chère, ou encore la politique. Mais il colporte aussi les rumeurs concernant la vie sexuelle de ses contemporains, en termes souvent crus. Un témoignage rare à cette époque. Joachim sait qu'il ne sera pas lu de son vivant. Découvrons son histoire. 1997, village de Crau, Hautes-Alpes, près du lac de Serponçon. Le château de Picontal change de main. Les nouveaux propriétaires entreprennent de grands travaux pour ouvrir cette vieille bâtisse aux touristes. Le parquet de plusieurs pièces est remplacé. Surprise, au dos des planches sont retrouvés des écrits au crayon noir. Au total, 72 inscriptions, de quelques mots à quelques lignes. L'auteur a signé son œuvre. 1880, Martin Joachim du village Crotte, 38 ans. C'est le menuisier qui a posé le plancher. Il a choisi cette méthode unique pour laisser une trace de son existence. Un modeste artisan des montagnes revit. Il donne des bribes de son passage sur terre. Martin Jean-Joseph a travaillé ici de 1838 à 1878. Mort en 1878, âgé de 60 ans. Est mort minable et insolvable. En 1850, mon père eut des discussions avec les gens du pays. C'est ce qui le décida à laisser le métier de menuisier l'espace de 20 ans pour faire des briques ou tuiler où j'ai passé une partie de ma jeunesse. Esclave du malheur que j'étais. J'ai commencé en 1858, âgé de 15 ans, à travailler pour M. Berthepère, qui m'a fait faire que quelques meubles et palissades. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus, sois plus sage que moi, de 15 ans à 25, ne vivant que d'amour et d'eau de vie, faisant peu et dépensant beaucoup. Ménétrier que j'étais. Hier, Saint-Laurent, tout s'est bien passé. Robert de Baratier et sa femme ont dîné chez moi. Et le soir, joué du violon, 10 francs. Une sœur qui a une jambe de bois, âgée de 32 ans, mariée à un fou cafetier à Embrun, voilà ce qui reste de mes 12 frères. Joachim Martin est né au village des Crottes le 18 avril 1842, devenu Crau en 1970. Son père, Jean-Joseph Martin, est né en 1820 dans une famille de cultivateurs implantés sur la commune de longue date. Sa mère, Adélaïde Laville, est née en Isère en 1821. Elle est arrivée aux Crottes à l'âge de 10 ans avec ses parents.
Joachim est l'aîné de 8 enfants, dont la dernière vient au monde en 1860. Il a donc exagéré le nombre de sa fratrie en évoquant 12 enfants. La mère de Joachim meurt en juillet 1868, épuisée par les grossesses et la direction d'une aussi grande famille. L'enfance de Joachim a été rythmée par la naissance, mais aussi par la mort en bas âge de plusieurs de ses frères et sœurs. Au moment où il écrit, notre menuisier n'a plus qu'une sœur vivante, Marie-Émilie Delphine, née en 1847. Le père Jean-Joseph est désigné comme cultivateur au moment de la naissance de son fils. Peu à peu, ses activités de menuisier prennent le pas sur celles de la terre. Joachim est très précis pour cette période. Il a sans doute conservé le livret ouvrier de son père, instrument de contrôle des déplacements des ouvriers par les autorités, auquel il doit être présenté à de multiples occasions. En 1850, son père laisse le métier de menuisier suite à des différends avec des gens du pays. Jean-Joseph entend profiter du dynamisme économique du Second Empire de Napoléon III. En 1854, il obtient l'autorisation de construire une briqueterie. Il entraîne son fils de 12 ans dans l'aventure. Ce dernier en gardera un mauvais souvenir. Jean-Joseph doit toutefois céder sa tuilerie à un potier d'origine piémontaise en 1856. Un échec. Il reprend peu à peu ses activités de menuisier. Joachim, de son côté, devient ménétrier. Vous avez ici un ménétrier par Jensten, 1670, Palais des Beaux-Arts de Lille. Le ménétrier intervient dans les vogues, les fêtes patronales. Il accompagne le personnage désigné sous le nom d'abbé dans sa tournée du village, quand au matin de la fête, il s'en va faire le tour des familles où des filles sont à marier, les fait danser avant qu'elles ne lui remettent un ruban qu'il a accroché à sa canne. Le cortège se rend ensuite au bal où le ménétrier continue de jouer du violon. Il chante alors des chansons d'amour. Il mène cette existence de 15 à 21 ans, de l'adolescence à son départ pour le service militaire, soit de 1857 à 1863. Au salaire qu'il touche comme menuisier s'ajoutent les rétributions versées pour sa participation aux divers bals de la région. Il passe devant le conseil de révision à Embrun en avril 1863. Malgré une surdité et une mauvaise constitution, il est déclaré propre au service. Il est versé dans le corps des infirmiers à l'hôpital militaire de Bastia. Il raconte avoir assisté à une double exécution capitale dans cette ville. Il est démobilisé un peu avant le terme des 7 ans. De retour au pays, il reprend ses activités de menuisier et son métier de ménétrier. En 1880, il continue à jouer du violon dans les fêtes villageoises. Il dit gagner 10 francs pour ses prestations, soit le revenu de 2 journées et demie de travail. Mais ses plus belles heures sont passées. Pour moi, je languis sur cette terre, hélas, où j'ai passé de si beaux jours comme le plus fort ménétrier violon. Il tient à nous raconter sa vie. Pourquoi laisser des écrits? Il donne quelques indices. Depuis 55 ans que nous travaillons ici, nous n'avons rien trouvé qui indique histoire. Pas un coup de plume ni crayon. Ne fais pas comme eux, écris toujours ta date 1880. Mon histoire est courte et sincère et France, car nul que toi ne verra mon écriture. C'est une consolation pour s'obliger d'être lu. Amis lecteurs, le temps passe et ne se ressemble pas. Il s'adresse au menuisier qui, en refaisant à son tour le plancher, lira un jour ses écrits. Il s'étonne de ne pas avoir eu de devancier dans sa pratique d'écriture.
Il veut laisser une trace, contrairement aux autres. D'où lui vient son éducation? On dispose de 2 documents qui répertorient les élèves payant la rétribution scolaire en janvier et février 1850 aux Crottes, à une époque où l'école n'est ni gratuite ni obligatoire. Joachim, qui a 8 ans, n'est pas mentionné. La scolarisation étant irrégulière, il est peut-être allé à l'école à un autre moment. Une autre hypothèse serait qu'il ait reçu les rudiments d'instruction chez lui. Sa mère est protestante. Les réformés accordent une place importante à la lecture, nécessaire à la pratique quotidienne de la Bible. La famille de Joachim possède 2 exemplaires de la Bible Martin, traduite en 1707 par le pasteur David Martin, réfugié à Utrecht, et constamment réédité, mais aussi plusieurs autres livres sur lesquels le père de Joachim a marqué son nom, et griffonné quelques inscriptions. Joachim, contrairement à beaucoup de ses contemporains, a l'obsession de dater les événements de sa vie. C'est l'homme des chiffres. Le calcul est important pour les menuisiers. Il n'écrit pas en occitan, mais en français, appris peut-être par sa mère ou au service militaire. Ces textes dénotent une curiosité plus large. Notre menuisier s'attarde sur la culture du châtelain de Picontal. Vous avez ici le répertoire archéologique du département des Hautes-Alpes, par Joseph Roman, 1888. Monsieur Roman vient d'arriver très satisfait de son voyage et de son travail, et me dira de quelques nouveaux sur ses trouvailles d'archives, comme archiviste célèbre par les écrits qu'il fait relier à Grenoble et a dans sa bibliothèque. Madame Dessines. Monsieur Roman vient de remontrer les croquis qu'il vient de prendre à l'Argentière de Briançon. Les 7 péchés capitaux, très beaux à voir. Monsieur Roman père était président de la célèbre cour d'Aix-Marseille. De là vient que Roman fils a dans son musée couteaux, poignards, fusils, sabres, bâtons, tout ce qui a servi à la destruction humaine. Le fameux poignard du chef de brigands qui ont été guillotinés à Marseille tous le même jour, horreur à voir. Joseph Roman est propriétaire du château de Picontal depuis 1876. Il est né à Gap en 1840. Issu d'une famille de magistrats, il est sorti licencié de la faculté de droit de Paris et est devenu avocat. Chose plus originale, il a suivi en auditeur libre les cours de l'école des chartes en parallèle. Sa mère l'aurait contrainte à faire du droit. Mais la culture est sa grande passion. Il a cofondé la Société de numismatique en 1865. En 1873, il a publié la sigillographie d'Embrun, étude des sceaux, et s'est consacré à la correspondance du connétable de Lesdiguières. Mais si Joachim admire la culture du châtelain, il emploie des mots durs à son égard. Monsieur Roman va arriver de Briançon et me grondera de voir que je n'ai pas fini le plancher. Je le mettrai à prix fait, s'il n'est pas content, à 1 franc le mètre carré de façon. Châtelain qui méprisait l'ouvrier, sans la blouse qui a baisé ta mère ou ta sœur, tu ne serais pas ici présent. Réfléchis. Si Joachim discute de sujets divers avec M. Roman, les échanges n'empêchent pas le maintien de relations de patron à ouvrier. Le châtelain trouve que Joachim ne va pas assez vite, et ce dernier trouve qu'il n'est pas assez payé. Notre menuisier raconte ses difficultés financières dans de nombreuses planches. Je te souhaite de gagner plus que moi à ce château. 22 ans de travail et pas le sou à la poche. Travail à 4 francs par jour et en dépenser 3 pour vivre. Pavie, maire de Savines, mécanicien de la compagnie, a envoyé un plan C Mélèze très mal fait. Ami, ne travaille pas tant, fais-toi payer selon ton savoir. J'ai fait la crédence de notre église 200 francs. J'ai fait la crédence
console sur laquelle on dépose le bassin servant pour la messe de Saint-Jean, 250 francs. J'ai fait la crédence de Saint-Sauveur et le confessionnal, 300. La crédence est 50 francs. Quand je me suis marié, je payais 3 francs de contribution. La 3e année, on a mis les journées de prestation à 4. En 1880, on les a mis à 6 francs les 3 jours d'homme. Et je paye patente, 40 francs par an d'imposition, sans compter que ma femme ne paye encore rien de sa part, qui est de 30 francs. Le 1er septembre 1880, il pleut et tonne. Depuis 4 mois, nous attendons 7. Sur la montagne, le bétail crevait de faim et de soif. Le soleil marque 70 degrés de chaleur et 40 degrés à l'ombre. Les chouettes crèvent et le fruit tombe. Un peu de blé dans la plaine, pas de pommes de terre sur les montagnes, rien qui puisse nourrir l'habitant. Pain, 80 centimes le kilo. Vin, 70 environ l'hectolitre. Viande, 1 franc 50 le kilo. Pommes de terre, 20 francs les 100 kilos. Cochon, 2 francs 50 le kilo. Œufs, 1 franc la douzaine. Poires et pommes, 25 francs les 10 kilos. C'est une misère à vivre. Je vais à Embrun acheter un cochon qui sont très chers cette année. Joachim est à son compte puisqu'il paie patente. Vous avez ici les raboteurs de parquet. Gustave Caillebotte, 1875, musée d'Orsay. Joachim travaille apparemment seul, sans aide ni apprenti. Il revient sur le prix de la façon au mètre carré de parquet qui oscille entre 60 et 70 centimes, conforme aux tarifs en vigueur. Il regrette de ne pas toucher 1 franc par mètre carré posé. Comme il annonce qu'il touche 4 francs par jour, on peut en déduire qu'il pose environ 6 à 7 mètres carrés de parquet dans une journée de 13 heures. Le travail commence à 6 heures le matin pour s'achever à 19 heures le soir en été. Il faut ajouter à la façon le prix du bois qui revient entre 2 francs 50 et 4 francs 50 selon les espèces. Il a reçu un arrivage de mélèze préparé dans la scierie Pavie à Savines, arrivage qu'il trouve de mauvaise qualité. Joachim livre le chiffre total de ce qu'il a touché au château de Picontal pour refaire les planchers, mais aussi les portes et fenêtres. Au total, 4 000 francs. Il revient à plusieurs reprises sur le coût de la vie, insistant particulièrement sur le prix de l'hectolitre de vin, qui aurait été multiplié par 10 depuis 1848, pour se fixer entre 60 et 70 francs au début des années 1880. Une conséquence de la pénurie liée à la crise du phylloxéra. En 1863, un puceron introduit accidentellement par des pépiniéristes français ayant importé des plants américains apparaît dans le Gard. Les vignobles français seront dévastés par ce puceron jusqu'en 1890. En 1880, nous sommes au plus creux. Joachim est-il pauvre? À sa mort en 1879, son père Jean-Joseph laisse des biens estimés à 500 francs, comprenant une maison en indivision avec son frère et 83 arts de culture. Son père n'est donc pas mort minable et insolvable. En 1880, Joachim est propriétaire de sa maison, mais il faut s'acquitter des divers impôts et taxes et de la patente. Il paye au total 40 francs d'impôts, dont 5 francs de patente. En 1882, sa sœur meurt en lui laissant une maison d'une valeur de 240 francs. Il se retrouve à la tête de tout ce qu'a laissé son père. Il peut alors solder l'indivision en rachetant la part à son oncle. À la fin de sa vie, au début des années 1890, il paiera 75 francs de contribution, près de 4 louis d'or, dont 45 francs de taxes foncières pour ses 2 maisons. Tout en étant modeste, il ne fait pas partie des plus pauvres. Il pourrait même s'approcher de la petite bourgeoisie rurale. Menuisier, Joachim cultive aussi la terre.
Il possède une douzaine de lopins qui forment à sa mort un ensemble de 40 arts. C'est très modeste, mais il se préoccupe du temps qu'il fait, notamment de la sécheresse, ce qui note un attachement à la culture. Il élève aussi un cochon. Son sens de l'économie déborde toutefois sa situation personnelle. La commune a fait un emprunt qui passera par les mains du maire Philippe et nous serons ruinés. 25 000, je crois. Malheur, nous n'aurons que les sous et les pièces seront pour eux. Chadenat a été vendu 30 000 francs à la compagnie et les vignes d'Embrun bien payées. Le tunnel s'écroule de temps en temps, le terrain n'est pas solide. Les tufs viennent des terrassettes par chemin de fer à partir le long du torrent, gare si va vite. Le tracé du chemin de fer a été commencé en 1879 et la ligne commence en 1880. Des grandes pétitions ont été faites par les Embrunais pour avoir la gare à Embrun. Vous avez ici la gare d'Embrun au début du XXe siècle. La compagnie voulait la faire passer sur notre digue de la Durance. C'est un malheur pour la commune et pour les propriétaires du village. 4 août 1881. Le chemin de fer est bientôt terminé. Les ponts sont tous faits et les remparts d'Embrun seront bientôt rasés par quelques milles de qui nous avons. Dans le pays, tout est cher et le travail pas payé. Les employés du chemin de fer avalent tout, sans compter la centrale ou la détention. Amédée Ferrari est l'avant-dernier des 4 frères Ferrari nés dans ce château. Leur père est venu du Piémont avec 5 francs dans sa poche. A servi les maçons 10 ans à Embrun. Entrepreneur de la centrale, il y a gagné 50 000 francs et 10 au Pont-Rouge. Joachim se fait le témoin de grands bouleversements économiques. Nous sommes dans un contexte de crise. Le krach boursier de mai 1873 avait entraîné de nombreuses faillites, particulièrement dans le domaine de la banque. Les années 1873-1896 seront marquées par une longue stagnation. Le monde rural est le plus touché. En 1851, la commune des Crottes comptait 1441 habitants. En 1881, le village n'abrite plus que 1313 résidents. Encore ce chiffre englobe-t-il les 93 ouvriers étrangers venus travailler à la construction du chemin de fer. Les Hautes-Alpes sont touchées par l'exode rural. Le département a toujours été une terre de migration, mais il s'agissait auparavant de migration saisonnière, de déplacement saisonnier. Les jeunes gens partaient pendant l'hiver et revenaient participer aux travaux agricoles et aux moissons. L'émigration devient définitive. Autre bouleversement, le village accueille des populations venues des départements voisins, comme la mère de Joachim. Mais il accueille aussi des immigrants venus de l'étranger, des Italiens surtout. Ils viennent pour travailler, mais s'installent parfois. Le père de Joachim a revendu sa tuilerie à un Piémontais. Joachim admire et envie la réussite de la famille Ferrari. Leur aïeul Bartolomeo est arrivé du Piémont au début du siècle. Amédée Ferrari, né en 1827, est député des Hautes-Alpes républicain depuis 1878. Il a été réélu en 1881. C'est l'entrepreneur de la prison. Il fournit l'approvisionnement des détenus moyennant finance et récupère le produit de leur travail. La prison d'Embrun pèse sur l'économie locale. Joachim se plaint qu'en période de pénurie, les prisonniers, comme les employés du chemin de fer, forment une concurrence pour les autres consommateurs. La construction de la ligne Gap-Briançon a été entérinée en 1875. Les travaux ont débuté en 1879 et s'achèveront en 1884. Embrun, à 6 km des Crottes, accueillera une gare.
L'accord de juillet 1879 avec les autorités militaires prévoit la destruction des remparts qui ne sont plus utiles à la défense de la ville. Au Crot, la construction s'est traduite par la présence d'ouvriers d'origine piémontaise. Sur les 4 à 5 000 Italiens travaillant sur le chantier du chemin de fer, 93 résident au Crot. Au village, le plan de ces grands travaux s'accompagne de l'aménagement des chemins vicinaux afin de permettre une meilleure desserte de la route nationale. Le conseil municipal vote en faveur d'un emprunt de 20 000 francs, 1000 louis d'or, pour effectuer ces ouvrages. La commune s'est endettée sur 30 ans auprès de la Caisse des chemins vicinaux qui a prêté à un taux de 4%. Décision qui provoque les foudres de Joachim. Il n'est pas tendre avec les édiles de sa commune. Monsieur Roman est passé l'archiviste du département il y a un mois. C'est ce qui l'a empêché d'accepter l'office d'officier civil au maire de Crot. C'est Lagier Désiré qui est maire et qui a remplacé Gambetta maire Philippe, homme brut et voleur des fonds de la commune. Monsieur Roman a eu 140 voix aux élections et refusé d'être maire. Ignorance complète. Sur 7 conseillers, il y en a 4 qui ne savent lire. Le seul élu qui trouve grâce à ses yeux est l'ancien maire. Monsieur Berthe est resté 20 ans maire de la commune des Crottes. Le chagrin l'a étouffé le jour de la prise de Sedan. J'ai garni le tombeau de Monsieur Berthe. Après l'avènement du Second Empire en 1852, le préfet nomme à la tête de la commune Louis Berthe, qui était déjà membre du conseil municipal. Il meurt en charge le 6 novembre 1870 après la défaite de Sedan lors de la guerre franco-allemande. En 1873, Honoré Auguste Philippe, né en 1838, devient maire. Cet aubergiste profite des discussions politiques qui se tiennent dans les cafés pour s'emparer du pouvoir. Il reste à ce poste jusqu'en janvier 1881. Joachim le désigne comme gambettiste, ce qui le situe à gauche du Parti républicain. Léon Gambetta est le véritable chef du Parti républicain. Notre menuisier déteste Philippe. Il dénonce sa gestion des fonds, notamment l'emprunt de 20 000 francs contracté pour entretenir les chemins vicinaux. Pour lui, l'élu est corrompu. Le maire Philippe empoche l'argent le cochon. Contre toute attente, Joachim et Philippe opéreront un rapprochement quelques années plus tard. Les élections municipales de 1880 voient l'arrivée au pouvoir de Marcellin Désiré Lagier, lui aussi aubergiste. Joachim est tout aussi sévère à son encontre. Il décrit l'édile comme gros et sot. Le conseil municipal est jugé lui aussi ignorant. Sur 7 conseillers, il y en a 4 qui ne savent lire, ce qui est peu probable quand on connaît le niveau d'instruction élevé des habitants des Hautes-Alpes. Joachim est critique à l'égard des élites de sa commune, peut-être par dépit de ne pas faire partie du conseil municipal. Notre menuisier est pourtant lui aussi républicain. C'est l'extrait que je vous ai lu. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris. MacMahon, président de la République de 1873 à 1879, mais monarchiste, mit tout en œuvre pour restaurer la royauté. Le 5 janvier 1879, le Sénat bascula à gauche. MacMahon démissionna le 30 janvier. Les républicains l'emportaient définitivement. La République s'installe aux Crottes par l'école. Vous avez ici Albert Bétanier, La Tache Noire 1887. La Tache Noire et l'Alsace-Moselle.
l'élève est en uniforme de bataillon scolaire. En 1879, le village dispose d'une école de garçons et d'une école de filles, ainsi que d'une annexe au hameau de Saint-Jean et de plusieurs écoles temporaires dans les hameaux. L'école de garçons se tient dans une demeure située à la sortie du village. La maison, qui n'appartient pas à la commune, est louée 280 francs par an. À la rentrée de 1879, on nomme à ce poste un instituteur de 2e classe qui perçoit un traitement de 1200 francs. Au total, un budget de 1480 francs que ne couvre que très partiellement le montant de la rétribution scolaire. Chaque parent doit verser 90 centimes par mois et par enfant en cette période où l'instruction n'est pas encore gratuite. La somme est faible et permet une large scolarisation. Mais la commune doit solliciter l'aide de l'État et du département pour assurer l'entretien de l'école et des maîtres. À la même rentrée 1879, l'école des filles est louée 101 francs par an. L'institutrice reçoit un traitement de 1300 francs. Cette dernière appartient à la congrégation enseignante de Saint-Vincent-Ferrier. En août 1880, la municipalité décide de remplacer cette religieuse par une enseignante laïque. Le maire Philippe considère qu'une institutrice laïque sera mieux en état d'élever les enfants conformément aux principes de notre société civile et aux besoins auxquels les jeunes filles auront un jour à satisfaire comme mères de famille et comme compagnes des labeurs de leur mari. La nouvelle institutrice touchera 800 francs, gain appréciable pour la commune. L'effort accompli par la municipalité en faveur de la scolarisation est réel. D'autant mieux que la commune a aussi décidé la création d'une bibliothèque municipale et d'une caisse des écoles pour permettre de fournir des livres scolaires aux enfants de familles indigentes. La gratuité fut instaurée à l'échelle nationale par la loi du 16 juin 1881. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, fit voter la loi sur la laïcité de l'enseignement le 28 mars 1882. Vous avez ici Jules Ferry. Ferry fit interdire au ministre du culte l'accès aux locaux scolaires pour l'instruction religieuse. La laïcisation complète du personnel fut acquise par la loi du 30 octobre 1886. Les congréganistes devaient être remplacés dans un délai de 5 ans par des maîtres laïcs dans les écoles de garçons, alors que dans les écoles de filles, la substitution se ferait au fur et à mesure des disparitions. Le rythme réel de la laïcisation fut en fait très variable d'un département à l'autre. Au Crotte, elle était déjà appliquée. La loi du 28 mars 1882 associa à la laïcité l'obligation scolaire pour les enfants de 6 à 13 ans toute l'année, du moins en théorie. La fréquentation resta souvent médiocre jusqu'au début du XXe siècle. Au Crotte, les lois Ferry accentuent encore un effort qui était déjà très intense. Dans les 2 écoles du chef-lieu, 60 garçons et 60 filles sont scolarisés, ce qui conduit à envisager la nomination de 2 autres instituteurs, tandis que la commune prévoit de construire un bâtiment pour accueillir les 2 écoles. La construction nécessite de contracter un emprunt de 12 000 francs auprès de la caisse des écoles, le budget total étant évalué à 19 000 francs, 950 louis d'or, ce qui est considérable pour une commune dont le budget total s'élève à 27 000 francs. Le groupe scolaire sera achevé en 1885. Par ailleurs, outre l'école Saint-Jean, 3 écoles temporaires établies dans les hameaux deviennent pérennes. Joachim
manifestent des idées proches des républicains opportunistes. Ces républicains de gouvernement, menés par Jules Ferry, engagent des réformes, notamment sur l'école, mais sans mettre en application l'intégralité du programme républicain. Il faut limiter avec soin le champ des réformes pour le parcourir plus sûrement dit Ferry. Joachim retient d'autres éléments de l'œuvre républicaine, notamment en matière de défense. Il évoque le service militaire porté à 40 mois. En réalité, 5 ans ou 1 an selon le tirage au sort. La place forte de Briançon, à 50 km des Crottes, est renforcée. Des travaux menés par le général Serré de Rivière, spécialiste des fortifications. Notre menuisier évoque aussi la conquête de la Tunisie, devenue protectorat français en 1881. Là encore, il épouse les idées de Jules Ferry, partisan de l'expansion coloniale. Il approuve également la politique anticléricale du gouvernement. Le décret de mars 1880 interdit l'enseignement aux congrégations non autorisées. Les jésuites sont chassés du territoire français. Vous avez ici une caricature du grelot. La République, figurée en Marianne, y chasse les jésuites assimilés à des cafards, infestant un lit. 14 mars 1880. Les ecclésiastiques voient leur traitement diminuer. Nous sommes encore sous le régime du Concordat de 1801. Les évêques et curés sont rémunérés par l'État. Comme les républicains opportunistes, Joachim souhaite limiter l'emprise de l'Église sur la société. Notre menuisier critique vertement son curé. Je cite : « Je quitte Monsieur Chevalier et viens te dire aujourd'hui, 23 août 1880, que hier notre curé Lagier a fait le sermon sur le bal que j'ai donné dimanche dernier Saint-Laurent, sur quoi je me suis plaint à Monsieur Romance ce matin. Notre curé, grand maigre, couleur de pourriture jaune, est à dire vrai un brave homme bon médecin et pas cher. Rend des grands services au pays, mais il a un air de crânerie insolente avec son tricorne sur la nuque. M'a plutôt l'air d'un gai luron, de ce qu'il est faisant de grandes révérences aux femmes, et les pauvres maris cocus sont obligés de se taire parce qu'il est médecin. D'abord, je lui trouve un grand défaut de trop s'occuper des ménages de la manière que l'on baise sa femme. Combien de fois par mois si on la saute, si on fait levrette, si on l'encule, enfin, je ne sais combien de choses qu'il a demandées et défendues à toutes les femmes du quartier. De quel droit misérable qu'on le pende, ce cochon. Monsieur n'a plus le croire. L'église des Crottes est sous la responsabilité d'un curé des servants, ce qui signifie que le prêtre des Crottes est amovible. Joseph Jules Lagier, né en 1836, a été nommé aux Crottes en 1871. Il vit au presbytère avec sa plus jeune sœur Hortense, née en 1838. Il touche une rémunération proche des 1000 francs par an, somme comparable au traitement d'un instituteur. La pratique religieuse tend à diminuer dans le diocèse. Les hommes désertent les églises. En 1844, dans le canton de Savines, 92% des femmes communient à Pâques, mais seulement 34% des hommes. Les griefs de Joachim envers le curé sont nombreux. Le 23 août 1880, à la messe dominicale, l'abbé Lagier l'a dénoncé pour avoir donné un bal le 15 août, jour de l'Assomption. Joachim n'est pas le seul à dénoncer son curé. En mars 1884, une pétition adressée au ministre des Cultes parvient sur le bureau d'Amédée Ferrari, député d'Embrun. Elle demande le renvoi du prêtre des Crottes, qui est cause de troubles, de divisions, de scandales. Joachim fait partie des 24 signataires. L'abbé Lagier sera muté en 1886. Notre menuisier ressent toutefois le besoin de croire.
il respecte certaines prescriptions de l'Église. Ses 4 enfants sont baptisés très rapidement après leur naissance. Cet anticlérical ne souhaite pas la séparation de l'Église et de l'État qui se réalisera en 1905. Joachim reconnaît toutefois au curé une qualité de dispensateur de soins. Le docteur le plus proche est à Embrun. Beaucoup de guérisseurs, ils n'ont pas le statut de médecin, sont prêtres. La municipalité verse à l'abbé Lagier une indemnité supplémentaire pour ses soins. Joachim est sensible aux questions médicales. Il évoque sa femme malade, sa sœur amputée d'une jambe. Lui-même se présente comme un être chétif, malade et sourd. Sa femme ne mesure qu'1,30 m. Des affections courantes en montagne. La population est touchée par la déficience d'iode due à une faible consommation de sel. Vous avez ici une fratrie montagnarde atteinte d'une carence en iode. Photo prise à Esquiez, Hautes-Pyrénées, en 1962, présentée par l'hebdomadaire Point de vue Images du Monde comme les derniers cagots, une population de réprouvés du Sud-Ouest. En réalité, ils ont photographié les derniers montagnards atteints d'une carence en iode. Plus tard, Joachim sera plus sévère à l'égard de son curé, l'accusant d'être à l'origine de la mort de plusieurs de ses proches. Notre menuisier reproche surtout aux prêtres ses penchants pour les femmes. Joachim retranscrit en mots crus les propos qu'aurait entendus sa femme au confessionnal. Le curé s'assure que ses paroissiennes n'emploient pas des moyens pour éviter la procréation. La forme du questionnaire varie d'un prêtre à l'autre, mais il est bel et bien inscrit dans les traités de théologie morale. Le refus de la tutelle du clergé en matière sexuelle explique le déclin de la pratique religieuse masculine. C'est un des ressorts de l'anticléricalisme. Joachim soupçonne l'abbé Lagier de faire un peu trop de zèle, de prendre sa tâche trop à cœur. En clair, il aime trop ses paroissiennes, et pas seulement en matière religieuse. Ces propos sont corroborés par d'autres habitants qui se plaignent aux autorités. Dans une lettre écrite au préfet des Hautes-Alpes après Noël 1881, notre menuisier laisse entendre que le curé des Crottes a fait des avances à sa femme. Cette dernière n'a plus remis les pieds à l'église. Joachim n'hésite pas à aborder des thématiques liées à la sexualité et aux mœurs. Il s'attarde sur son installation en ménage. Vous avez ici une noce en Bretagne, Adolphe Leleu, 1863. Je vous ai lu un passage sur la dot en introduction. Il ajoute « Marié en 1868 avec une fille Robert, ex-maire des Crottes, âgée de 18 ans, simple et modeste, n'ayant jamais vu qu'une pine avant son mariage avec moi. Ce mariage d'inclination me porta aucun bonheur, car les parents furent toujours ennemis, sauf celui de Baratier Robert, oncle à ma femme, et frère à son père, Hippolyte Robert. » Joachim dit s'être marié en 1868, en réalité en avril 1870, avec Marie-Virginie Antoinette Robert, née aux Crottes en 1851. En évoquant 1868, il fait peut-être allusion à leurs premiers échanges amoureux. La famille Robert est enracinée aux Crottes et y jouit d'un certain prestige. Honoré Antoine Robert, le père de Marie-Virginie, a été élu maire des Crottes en juillet 1848. Il conservera cette fonction jusqu'en 1852. Il a donc été le maire de la Deuxième République, 1848-1852. Joachim s'est marié au-dessus de sa condition. Par amour, souligne-t-il, mais non sans conséquence. Notre menuisier a été mal accepté par sa belle famille, qui lui reproche vraisemblablement
d'en vouloir à son argent. Cette mauvaise relation peut surprendre quand on sait que son beau-père Honoré-Antoine est mort en 1868, 2 ans avant son mariage. Il fait sans doute allusion à l'attitude de ses beaux-frères. L'entente est meilleure avec l'un des oncles de sa femme, nommé Hippolyte. Autre problème, Joachim aime sa femme, mais trouve qu'elle manque d'instruction. Il espérait sans doute être davantage secondé par son épouse dans la gestion de ses affaires. Il parle un peu de sa vie privée, mais insiste sur celle de ses contemporains. Il a le goût du fait divers. Le charpentier du château Bouc-Bégrand d'Embrun vient de finir le toit de Michel du Pic-Comtal, qui a brûlé le 16 mars 1879. Ce feu a été mis par un chat, et Michel l'aîné, court et trapu, oncle de celui qui a brûlé, a été rebâti au bois de la commune et aux frais des habitants. Nous y avons passé la nuit avec la pompe, et 30 pompiers que nous étions, avons garanti le hameau du feu, où j'ai pris dans l'eau une bonne maladie. L'oncle est mort à l'écurie de chagrin, après avoir été gracié à Gap aux assises. 4 mois à Gap. La maison de Jean-Joseph Michel, située dans le hameau de Pic-Comtal, a entièrement brûlé le 3 mars 1879. Nous apprenons, à l'occasion de ce fait divers, que Joachim fait partie des sapeurs-pompiers de la commune. Vous avez ici une intervention des sapeurs-pompiers de Paris lors de l'incendie de l'Opéra Comique 25 mai 1887. Avec une trentaine de ses collègues, il a passé plusieurs heures à pomper l'eau de la Durance pour éviter que le feu ne se propage. Il en a retiré une mauvaise maladie. Pour lutter contre les incendies, la municipalité s'est dotée d'une compagnie d'intervention composée d'un sous-lieutenant, de 2 sous-officiers et de 31 hommes. La mairie prend en charge les frais d'entretien de la brigade. Joachim s'engage de nouveau pour 5 ans en décembre 1882, comme l'atteste sa signature en bas de la convention signée avec la commune. En 1874, il a versé 2 francs lors de la souscription organisée afin d'acheter une pompe. Cette levée de fonds a rapporté 135 francs. La famille Michel est une des plus notables de Pic-Comtal. Jean-Joseph, sa femme et leurs 2 enfants habitent la maison dévastée. Jean-Louis Michel, oncle de Jean-Joseph, est désigné par Joachim comme le responsable de l'incendie. L'oncle Jean-Louis a été jugé aux assises à Gap et acquitté. Il est décédé dans sa maison le 10 octobre 1879. Suicide, choc provoqué par les actions judiciaires. Notre menuisier a été particulièrement marqué par un autre fait divers. La justice est sévère et pas assez fine. En 1868, je passais à minuit devant la porte d'une écurie. J'entendis des gémissements. C'était la concubine d'un de mes grands camarades qu'elle accouchait. Ils ont vécu 10 à 11 ans, êtres de cochons. Elle est accouchée de 6 enfants, dont 4 sont enterrés au dit écurie, 2 de morts, garçons. Et la fille est en vie du même âge que ma fille. Je te dirai qu'il le lui a reproché en public. Quelques mois après le mariage de ce criminel, la cruelle concubine délaissée est partie pour Marseille, laissant son enfant à son père sans nouvelles. Son père, ayant sa femme infirme et fossoyeur de son métier, a pu faire disparaître les ossements de l'endroit. Ce despote a eu le courage de demander la main de ma femme la veille de notre union, lendemain du jour fatal de l'écurie. Horreur, mon cœur se soulève. Ce traître persiste à se ruiner en fanfaronnade et à vêtir sa femelle de 1,30 m de haut pour donner le remords au cœur de ma moitié. Mes peines inutiles, je sais souffrir et me taire. Je parlerai après sa mort si je survis. Nous sommes heureux, mais lui ne fera qu'un scélérat toute sa vie. Pauvre Hortense, si belle à 18 ans,
te voilà vieilli dans le chagrin par ce maudit Benjamin Balland. Le propos est confus, sans doute à cause de la violence de la scène. Joachim a assisté à un accouchement clandestin suivi d'un infanticide. Ce crime a été commis non par la mère elle-même, mais par son compagnon. Le couple illégitime a non seulement tué ce nouveau-né, mais a également enterré 3 autres enfants à l'écurie. Notre menuisier finit par nommer le meurtrier, Aimé Balland. Ce dernier est né en mai 1843, un an après Joachim. Les 2 garçons ont grandi ensemble. La concubine s'appelle Hortense Brun, née en 1842. Son père, Michel Brun, est cultivateur et fossoyeur des crottes. C'est lui qui a fait disparaître les ossements de l'endroit. La seule enfant survivante s'appelle Marie-Louise, née le 27 juillet 1872. La déclaration en mairie est faite par Aimé Balland, qui assure être le père de l'enfant, mais ne la reconnaît pas. Marie-Louise est une enfant naturelle. Aimé Balland épouse en 1877 à 34 ans Marie-Rose Humbert, âgée de 26 ans. Ce mariage provoque le départ vers Marseille de la concubine, qui laisse aux crottes son seul enfant survivant. Notre menuisier ne dénoncera pas ce criminel. Ils ont grandi ensemble. On apprend également dans un autre passage que la mère d'Aimé Balland est la maîtresse du père de Joachim. Cela n'enlève rien à l'horreur ressentie par Joachim, qui utilise l'écriture pour se défaire de cette vision. Les infanticides ne sont pas rares en milieu rural. Ils se pratiquent régulièrement dans les couples non mariés. Dans une société où tout le monde se connaît, 4 grossesses d'une jeune célibataire ont forcément été remarquées. Comme Joachim, les habitants du village se sont tus. Il n'y aura pas d'action en justice. Ceci reste rare à cette époque. Quand il y en a, les peines prononcées sont souvent faibles. Les acquittements ne sont pas rares. Joachim ne s'intéresse pas qu'à ces cas graves. Il évoque des relations extra-conjugales plus légères. Vous avez ici le cornard volontaire ou le mari commode, imagerie populaire de Beauvais, famille Diot, entre 1806 et 1828. Le père Ange, fermier, a 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. L'aîné des garçons travaille avec eux et a pris femme à Pontis. Petitonne assez gentille. Il y a 2 ans que Fredo lui a fait la commission dans la serre à fleurs. J'y ai marqué le jour, et au bout de 9 mois, résultat d'un beau garçon brun et le fils Ange et roux. Fredo prendra la ferme à moitié avec le fils Ange aîné, donc que Fredo aura 2 femmes, un béné, et l'autre n'aura que les peines d'être père à la mairie et église, et se trouve ici bien heureux d'être cornu par un homme qui le fait boire le dimanche. Tu trouveras cette date à gauche de l'atelier, 21 juin 1878. Jean-Jacques Ange, le père Ange, est né à Embrun en 1813. Il a épousé Adélaïde Escalier en 1839. Leur fils aîné Désiré est né en avril 1843 à Embrun. Il a épousé Angéline Taillé en 1872. Après leur mariage, Désiré et Angéline s'installent à Baratier comme fermiers. Leur première fille naît en 1874. Vient ensuite leur premier fils en 1877. Peu après, Désiré rejoint avec sa famille son père à la ferme de Picontal. Dans cette ferme travaille un domestique, Schiaffredo Priotti, un jeune piémontais arrivé aux crottes en 1875. Cet Italien, que tout le monde appelle Fredo, serait le père adultérin d'Edmond Noël Ange, né le 2 février 1879 et déclaré comme le fils de Désiré Ange. Au lendemain de la naissance d'Edmond Noël, Fredo
obtient une installation en bonne et due forme à la ferme du château de Picontal qu'il partage avec la famille Ange. Ce qui fait dire à Joachim dans un propos confus qu'ainsi se forme un ménage à trois. Le jeune Piémontais épouse ensuite en avril 1880 Marie-Augustine Hermite. Peu après le mariage, il quitte le château pour s'installer comme cultivateur sur l'une des fermes qui en dépend. Le ménage à trois n'aura pas duré longtemps. Joachim est à l'affût de tous les ragots. La famille du châtelain n'échappe pas à sa plume. Madame Roman a 50 ans environ, mignonnette et petite, caractère doux. Madame a été jolie et joyau des salons à Paris. A eu une fille à l'inconnu, ce qui fait dire souvent à son fils « Va-t'en à Paris faire boucher ton trou ». Chose regrettable pour une mère, ils ne sont pas d'accord. La mère de Joseph Roman, Lydie Amat, est née à Gap en avril 1820. Joachim l'a rajeunie de 10 ans. Lydie, veuve depuis 1852, a tenu un salon littéraire à Paris. La rumeur rapportée par notre menuisier prête des aventures à Madame Roman. Joachim n'épargne pas non plus son fils Joseph. Vous avez ici un portrait de Joseph Roman. Monsieur Roman n'est pas méchant, mais il a tant soit peu conservé une forte dose de verve féminine, car élevée par sa tante Madame Amat, rentière de 20 000 de Gap, elle l'a gâté, raclé, arrangé de manière qui lui vient toujours quelques mauvaises manières féminines. Gentil garçon aimant les jolies femmes et ne les touchant pas. En 1880, quand Joachim entreprend la réfection du plancher, Joseph Roman est encore à 40 ans célibataire. Notre menuisier voit son employeur comme un homme efféminé. Pourtant, le châtelain finit par se marier. Il épouse en 1881 Isabelle Reynaud, née en 1853. Le couple aura 5 enfants au cours des 11 années suivantes. Après la famille Roman, je demande la sœur du curé. Le curé a une sœur grande et mince, n'y voyant que la moitié de ses misères, âgée de 34 ans, 42 en réalité. Et son frère curé 38, amoureux comme une araignée, surtout avec les postillons de la diligence, avec qui on l'a trouvé plusieurs fois sous le poirier de monsieur Roman, sous le baril rempart. Enfin, à te dire vrai, ils sont bons musiciens l'un et l'autre, et plus l'un comme l'autre. Tous les samedis, elle va se confesser au séminaire, où il m'a été dit qu'un abbé professeur était devenu amoureux fou d'elle, parce qu'elle a cette manière de se laisser aller tout doucement au son de la volupté, et plusieurs bacchantes ici en ont été pris. Pourtant, elle n'est pas belle, mais jolie manière. Hortense Lagier, célibataire, aide son frère curé dans les affaires de la paroisse. Elle affiche une façade de femme dévote, se confessant chaque semaine. Derrière cette façade on ne peut plus respectable, se cache une vie dépravée. Les propos de Joachim ne peuvent être confirmés par aucune autre source. Mais ces autres écrits ont souvent été validés par les faits. Il ne colporte sans doute pas ces médisances sans raison. Il mentionne enfin un cas grave. J'oubliais de te dire que Michel de Picontal, celui qui a brûlé, a un frère à Arles. Je te dirai ce qu'il a fait décamper du pays des crottes. Le cadet Michel de Picontal avait la triste passion de se faire téter le nœud ou les tétons, car il en avait comme une fille et beaucoup de lait. Il lui arrivait assez souvent de téter ses camarades et de faire minette aux filles d'une dizaine d'années. Une fois connu, il est parti d'ici. Joseph Michel, dont la maison a brûlé en 1879, n'a eu qu'un frère prénommé François, de 10 ans son cadet, puisque né en novembre 1841. Après la mort de son père, François vit chez l'un de ses oncles. Il figure sur le recensement de 1866, sous le même toit que lui.
Le départ de François vers Arles est donc intervenu ensuite entre 1866 et 1880. La raison de son départ est à rechercher dans ses comportements. Le cadet Michel est sans doute atteint d'un déséquilibre hormonal qui a provoqué chez lui une gynécomastie, liée à un excès d'œstrogène qui aurait conduit aussi dans son cas à une galactorée, à savoir une production de lait continue. Joachim l'accuse d'une attirance pour les enfants, notamment pour les petites filles auxquelles il aurait fait minette, c'est-à-dire pratiquer des cunnilingus. François ne sera pas poursuivi, mais contrairement aux autres actes sexuels considérés comme déviants par la société de cette époque, les soupçons de pédophilie suscitent la réprobation. François a dû prendre la fuite. Après ses écrits laissés au château en 1880-1881, Joachim se manifeste encore. Il adresse une lettre au préfet des Hautes-Alpes le 18 mai 1884, dans laquelle il se plaint de son curé. L'abbé Lagier est un mauvais médecin et a persécuté Madame Martin. Notre menuisier participe également à la pétition demandant le renvoi du curé des Crottes en date du 28 mars 1884. Il fait partie des 24 signataires. Joachim retombe ensuite dans l'anonymat. Il décède aux Crottes en 1897. Les écrits de Joachim à Picontal auraient pu disparaître. Le château et le village de Crau auraient pu être abandonnés. La commune de Crau, qui ne comptait plus que 469 habitants en 1975, a retrouvé des couleurs grâce au tourisme. La population est remontée à 1161 résidents en 2022. Le château de Picontal a été rénové. Vous avez ici le château de Picontal. Le changement de plancher est intervenu au bout de 120 ans. Joachim a-t-il tout dit ? Il existe peut-être d'autres textes dans ces multiples chantiers. Depuis la parution du livre Le plancher de Joachim, 4 morceaux de planches datant de 1874 ont été retrouvés dans une maison du hameau de Forest. Joachim a posé des planches dans au moins une autre partie du château de Picontal, la chambre bleue. La raboteuse ne va pas comme celle de Marseille, 4 francs 50 le mètre, chambre bleue. Cette pièce réserve peut-être des surprises, car elle a conservé son plancher d'origine. Percerons-nous un jour le mystère de la chambre bleue ?